Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On est très content de vous retrouver. Veille de match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Et j'ai la chance d'être accompagné par notre correspondant à Madrid, Guillaume Pomade. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien et toi? Bah écoute, très bien aussi, très excité. Hein, c'est le retour, trêve international. On a eu un match ce week-end, victoire du Real Madrid face au Celta Vigo, 2 buts à 1. Et là, désormais, place à la Ligue des Champions, remake de la finale de l'année dernière, où le Real Madrid s'était imposé, on se souvient bien sûr, 2-0, 15e Ligue des Champions pour le Real. Il y a des choses à dire, parce qu'en plus de ça, tu as été à Valdebebas aujourd'hui, comme d'habitude, comme à chaque veille de match à domicile du moins. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Carlo Ancelotti et Thibaut Courtois étaient en conférence de presse, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Il y a eu deux conférences de presse, comme c'est l'habitude en Ligue des Champions, et donc Courtois, après son excellent match face au Celta de Vigo, et évidemment Carlo Ancelotti, comme c'est l'habitude. Et donc, qu'est-ce que a pu nous dire Carlo Ancelotti, notamment si on commence sur ça, l'état du groupe? On a vu Tchouaméni, Brahim Diaz qui est de retour, Tchouaméni peut-être blessé aussi aux dernières nouvelles. Qu'est-ce que t'en sais? Bah ça, il nous a rien dit, Carlo Ancelotti, puisque la conférence de presse a eu lieu avant l'entraînement cette fois-ci, vu que c'était dans l'après-midi. D'habitude, c'est majoritairement l'inverse. Donc là, pour le coup, on n'a eu aucune information sur ce qui s'est pu se passer pendant l'entraînement. Mais donc ensuite, on est sorti, on a pu voir Brahim Diaz s'entraîner normalement avec ses coéquipiers. Donc retour de Brahim Diaz, on verra si dans le groupe qui devrait tomber dans quelques minutes, quelques petites heures peut-être, mais du coup, on l'a pas encore, mais il y a une bonne chance qu'il soit dans le groupe. Et ensuite est sorti de la part de Edu Aguirre du Chiringuito une information sur Aurélien Tchouaméni comme quoi il aurait quitté l'entraînement à cause d'une gêne musculaire, d'un problème musculaire. Alors ce serait plus par précaution que vraiment une impossibilité de continuer, mais il aurait mis donc fin à sa séance par précaution, d'après ce que nous on sait, ce que Pablo a pu demander du côté du journal du Real. Donc on verra ce que ça donne, pareil pour sa présence ou non dans le groupe et sa présence ou non sur la pelouse demain. Je pense que s'il a quitté l'entraînement par précaution, il sera dans le groupe, sauf s'il a vraiment quelque chose. Et la décision sera prise demain et ça laissera planer le doute, on va dire, jusqu'à les 2 heures à peu près avant le match, ou jusqu'à 19h05 quand la compo de Carlo Ancelotti sort. D'accord, donc déjà, voilà, on a un aperçu global du groupe. On sait qu'il y a aussi il y a eu des mots sur notamment Kylian Mbappé et Jude Bellingham, des mots assez importants. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que nous a dit le coach italien? Bah, deux déclarations un petit peu opposées, puisque j'ai commencé par celle sur Kylian Mbappé qui est la plus courte. C'était une question un petit peu sur qu'est-ce qu'il demande finalement à Kylian Mbappé, qu'est-ce que Kylian Mbappé peut-être potentiellement pourrait faire de plus. Ancelotti a répondu ce que je demande à Kylian Mbappé, c'est marquer des buts plutôt que de presser. Comme Benzema, je demande à Mbappé de bien se positionner pour effectuer une transition rapide. Donc il y a clairement ce côté, voilà, il a le droit de traîner devant s'il a envie. Lui, le but, c'est que ce soit le premier attaquant et qu'il soit prêt à repartir dès que l'équipe récupère le ballon. Et c'est pas nécessairement à lui de presser. Et à l'opposé de ça, sur Jude Bellingham, Carlo Ancelotti, il a dit que, bon, évidemment, il est très satisfait du travail de Bellingham, qui travaille dur, il est compétitif, il se bat, il se Évidemment. sacrifie. Bien sûr, plein de compliments. Il a aussi évidemment relevé qu'il ne marque pas autant de buts que l'année dernière, mais c'était surtout une bonne surprise l'an dernier de le voir marquer autant de buts. Il a dit les buts de Bellingham ne nous manquent pas, nous avons des joueurs très talentueux devant. Donc voilà, pour résumer ses déclarations, je demande à Mbappé de marquer et je demande à Bellingham de ne plus marquer. Pour faire un résumé très grossier un petit peu, il y a un petit peu cette opposition entre les deux réponses qu'il a pu donner. Et il a ensuite rajouté que pour nous, c'est le travail qu'il fait, Bellingham, le plus important, pas les buts, et que il l'a mis à droite contre le Celta Vigo parce qu'il pensait qu'il aurait plus d'espace pour venir depuis le milieu. Et nous allons continuer dans cette ligne, puisqu'Mbappé aime entrer par la gauche dans la surface, dans la zone de vérité. Et avec Rodrigo et ou Bellingham à droite, ne pouvons être aussi efficaces qu'à gauche. Voilà, pour être complet sur la déclaration de Carlo Ancelotti sur Bellingham. D'ailleurs, Jude Bellingham, on vous fait un petit teasing. Il y a des petites choses qui sont sorties dans la presse aujourd'hui, espagnole, Marca notamment, comme quoi il y aurait peut-être un malaise. Mais on a des infos en interne et on va bientôt peut-être vous les diffuser sur la chaîne YouTube. Restez connectés. Vidéo demain, avant le match de Vidéo demain. Dortmund. Je Voilà. peux, je peux l'annoncer. Voilà, vidéo demain sur Jude Bellingham avec Pablo. On va tourner ça ce soir, un petit peu plus tard. Parfait. Et justement, tu as parlé aussi de ce système-là où Jude Bellingham a dû s'adapter lors du Celta Vigo avec des nouvelles consignes, un 3-5-2 lors de la possession du ballon, un peu un système hybride. Voilà, Carlo Ancelotti a cherché de nouveaux automatismes. Il en a parlé durant cette conférence de presse, il s'est exprimé sur le sujet. Qu'est-ce qu'il a pu nous dire aussi également? Bah, il a dit il y avait trois défenseurs centraux avec le ballon. Donc il confirme quand même qu'il y avait cette intention d'être à trois derrière. Peut-être
plus, en tout cas exacerbé, on va dire, par rapport à son habitude de voir. Sans le ballon, il a dit qu'il fallait toujours une ligne de 4 défenseurs, comme nous l'avons toujours fait, et nous le ferons toujours. Peut-être qu'en fin de match, si on gagne, je mettrai 5, 6 ou 7 défenseurs, mais en principe, ce sera toujours 4. Je trouve que c'est quand même à nuancer cette idée d'avoir 4 derrière, puisqu'on a vu sur le match que, bah, notamment sur l'action du but encaissé, bah, finalement, il n'y en a plus que 3 puisque Tchouaméni est hors de position et que Fran Garcia se dit qu'il est censé y en avoir 3 derrière et qu'il y a la place. Et même plus globalement, en première mi-temps, je trouve quand même qu'on va, vu qu'ils sont que 3 avec ballon, quand il y a des transitions rapides du Celta, bah, ils sont hors de position et ils sont plus que 3 derrière dans tous les cas. Mais en tout cas, Carlo Ancelotti a confirmé que voilà, l'objectif était d'être à 4 derrière. En principe, ce sera toujours 4. Donc, sans doute pas de 3-5-2 un petit peu particulier demain contre Dortmund, vu la déclaration. Après, on se souvient que déjà à l'époque avec Toni Kroos, il aimait énormément se mettre dans la ligne défensive pour aider à la relance. Là, contrairement à Toni Kroos, Chouameni est plutôt dans un rôle défensif. Concrètement, lorsqu'il s'installe dans cette ligne, c'est pour garder une stabilité et essayer d'annihiler toute transition de la part du Celta Vigo, notamment sur cette rencontre. Toni Kroos, lui, était vraiment omniprésent pour la relance. Donc c'est vrai que voilà, il y a toujours eu ce côté avec ce milieu de terrain très décroché du Real Madrid qui vient s'incorporer dans la ligne de défense. On a fait un peu le tour là au niveau de cette conférence de presse, si je me trompe pas, est-ce qu'on a oublié quelque chose? J'ai une dernière déclaration que j'aimerais relever. C'est dans une question pour un peu dire ce qui ne va pas finalement actuellement au Real Madrid. Car Ancelotti a répondu c'est un problème de forme physique. Tout le monde n'est pas à 100%. Nous devons travailler de manière plus compacte en tant qu'équipe. Parfois, on a l'idée de presser devant et cela a bien fonctionné sur plusieurs matchs. Mais nous devons faire mieux au milieu. C'est là que l'équipe perd sa solidité. Donc voilà, la phrase quand même tout le monde n'est pas à 100%, je la trouve intéressante. Moi, ça me fait penser à un joueur qu'on a vu presque boiter en fin de rencontre contre le Celta Vigo et que je trouve n'est pas au top physiquement depuis le début de saison et j'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec son début de saison. C'est Eder Militao, mais je sais pas si c'est lui qui est visé par ce tout le monde n'est pas à 100%, mais en tout cas moi c'est l'impression visuelle que j'ai et c'est aussi l'impression qui se dégage à Valdebebas, que ce soit entre les journalistes français et les correspondants ou entre même les journalistes espagnols aussi, ont le Bon, même ressenti. on le sait, de toute façon, le Real Madrid n'a pas été épargné par les blessures hein, sur ce début de saison, comme de nombreuses équipes hein, du top européen. Donc, c'est pas forcément une excuse, mais c'est clair que le retour tardif d'Eduardo Camavinga, les pépins physiques de Vini un peu en début de saison, Mbappé, etc., n'ont pas forcément aidé. Puis, alors, avec l'enchaînement des matchs hein, côté Real Madrid et avec les trêves internationales aussi qui s'enchaînent, c'est évidemment compliqué. On va pouvoir se focus un peu, Guillaume, là, sur la partie peut-être la plus terrain, la plus intéressante, en tout cas d'un point de vue footballistique, la rencontre face à Dortmund. Tu as une compo probable, si je me trompe pas, en fonction des infos aussi qu'on a, qui va peut-être nous aider à nous projeter un peu mieux sur cette rencontre face aux Allemands. Elle a changé 3 fois aujourd'hui. Ma compo, notre compo probable, on va dire plutôt. Elle a changé 3 fois. Au départ, on était parti sur une équipe en losange, donc avec un Rodrigo sur le banc et donc avec un milieu de terrain à 4 et un Rodrigo sur le banc. Au final, de ce que j'ai eu vent à Valdebebas, ce qui a été discuté, je sais que notamment Relevo a sorti que ça comme compo probable également, et même c'était clairement dans l'air à Valdebebas. Ça se sentait que Militao allait être remplaçant, et donc Tchouaméni titulaire en défense centrale, et donc Camavinga et Rodrigo alignés tous les deux sur le terrain dès le début. Et cette fameuse blessure de Tchouaméni, du coup, rebat les cartes, et donc on va rebasculer vers une compo probable qui est actuellement du coup la plus probable, qui serait Courtois dans les cages, Vasquez, Rudiger, Militao, Mendy en défense, Camavinga, Valverde, Bellingham au milieu de terrain, et donc Rodrigo, Vinicius, Mbappé sur le front de l'attaque. Donc une compo finalement logique, avec un Tchouaméni qui glisserait évidemment s'il est réellement blessé. Mais sinon, attention à Militao, qui pourrait glisser potentiellement sur le banc, parce que c'était clairement la tendance avant qu'on apprenne que Tchouaméni ait quitté l'entraînement. Mais donc, qui pourrait remplacer Tchouaméni avec les disponibilités actuelles? Enfin, remplacer Militao, pardon, avec les disponibilités actuelles? Ce C'est ça serait, bah, qui... ce serait Tchouaméni. Si Tchouaméni peut pas, ce sera Militao, il y a aucun doute Voilà, là-dessus d'accord, pour ok. le coup. Il y a aucun D'accord, très doute. bien. Parce que Militao n'est pas blessé ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il était peut-être pressenti sur le banc parce que bah, on l'a vu traîner les pattes en fin de rencontre contre le Celta. On a quand même cette impression depuis le début de saison qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Et dans un match à haute intensité face à des joueurs très rapides comme ceux que possède Dortmund, ça pouvait être une prise de risque de le faire jouer. Et il y avait peut-être la volonté d'Ancelotti de voir ce que Tchouaméni, défenseur central, dans un grand match pouvait donner. Donc c'était ça, mais maintenant la blessure de Tchouaméni rebat les cartes à nouveau et redonne finalement la priorité, on va dire, à Militao en défense centrale. Et tiens, une petite question aussi bah, sur l'adversaire hein, de ce mardi soir. Qu'est-ce que tu penses de ce Borussia Dortmund depuis le début de saison? Je sais pas si tu as eu l'occasion de beaucoup les voir. Actuellement septième de Bundesliga, 4 victoires, un nul, 2 défaites. L'équipe de Nuri Sahin, pourtant, a été explosive en Ligue des Champions avec 2 énormes succès face au club Bruges et au Celtic Glasgow, donc des adversaires quand même nettement inférieurs, mais qui ont eu des performances, je crois qu'il y a eu 7-1
crois, face au 7-1 contre Celtic le Glasgow. Celtic, Enfin, ouais. voilà, il s'est envoyé quand même du bois. Alors, personnellement, je trouve que cette équipe souffre encore beaucoup du syndrome Edin Terzic, en tout cas dans le contenu. On sait que l'année dernière, ils sont quand même allés jusqu'en finale hein, de LDC, mais ils finissent quatrième, je crois, de Bundes, donc Ouais. quatrième ou cinquième. Et là, avec le changement, Nuri Sahin, ancien joueur du Real Madrid, d'ailleurs, un joueur que j'avais beaucoup aimé, moi, à l'époque, lorsqu'il avait signé au Real, malheureusement, ça n'avait pas tant que ça marchait. C'est lui qui a repris les commandes. L'équipe, ça fonctionne pas mieux, tant mieux que ça, en fait. C'est très frustrant de voir, si vous êtes fan du Borussia Dortmund, on met 7-1 face au Celtic et on galère face à Bochum à domicile ou etc. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment être une menace lors de cette réception au Bernabéu? Moi, il y a un joueur qui me fait, il y a un duel en fait qui me fait peur sur la pelouse, c'est Baino Giddens sur le côté de Lucas Vasquez. Moi, ça me fait très peur. Ça me fait très très peur sur le papier. Il va falloir un Fede Valverde très impliqué pour aider, je pense Vasquez, voire même sinon le central droit. Mais si Militao est titulaire, le central droit désormais c'est Rudiger et Rudiger il sera occupé surtout par Guirassy dans l'axe. Donc il va falloir trouver un équilibre défensif et ça me fait un petit peu peur parce qu'un joueur extrêmement déséquilibrant face à Lucas Vasquez qui est pas un défenseur de métier, ça me fait peur. Même déjà, si ça avait été Carvaral le titulaire, j'aurais déjà eu quelques petits doutes là-dessus, mais là encore plus du coup. Mais sinon, non, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup Dortmund jouer. J'ai vu des résumés de matchs, surtout pour le coup, parce que la Bundesliga n'est pas nécessairement ma tasse de thé. Mais dans tous les cas, c'est une équipe qui a pour l'instant su se sublimer. Elle est en tête hein, de la poule, de la phase de Ligue des Champions. Et puis bah, l'an dernier, on sait qu'elle a Des su se adversaires sublimer parce que abordables là, pour le aussi. coup, je l'ai vu en Ligue des Champions l'an dernier. On l'a vu se sublimer l'an dernier en Ligue des Champions. On sait que c'est une équipe qui sait respecter cette compétition et qui sait aussi son niveau de jeu quand elle entend ses hymnes. Donc attention, clairement, attention. Hein, on le rappelle, la première mi-temps notamment de la finale de Ligue des Champions l'an dernier, c'est un avantage Dortmund, quoi. Même s'il y a 0-0 à la mi-temps, c'est avantage Dortmund, on va dire. Donc Oui, voilà, attention, ils ont c'est été une capables de le équipe faire il y a quelques mois. C'est une équipe qui va pas hésiter à exploiter toutes les faiblesses du Real Madrid en transition défensive. Un gros point noir du Real Madrid et gros point fort du Borussia Dortmund. Donc, d'un point de vue défensif, tactique, collectif, ça va être un vrai test pour la défense et le milieu de terrain du Real Madrid. Quand on voit ce qu'ils ont, le nombre de 1 contre 1 concédés, de face à face concédés contre le Celta de Vigo, ça fait très peur quand on voit une équipe qui arrive en face avec des Baino Gittens, des Adeyemi, même des Guirassy qui peut jouer en pivot. Ça fait, voilà, c'est vraiment un point d'appui, c'est vraiment inquiétant. Je pense qu'il va falloir notamment un gros match de Rudiger défensivement pour contrôler un jeu potentiel en pivot de Guirassy. Et une nouvelle grosse performance de Thibaut Courtois, hein, qui a été exceptionnelle face au Celta Vigo ce week-end et qui avait déclaré d'ailleurs dans une des conférences dans la conférence de presse d'aujourd'hui que tu avais retranscrit que voilà, la victoire était obligatoire demain parce que la dernière fois que le Real Madrid a joué en Ligue des Champions, c'est une défaite face au LOSC. Donc oui, d'un point de vue comptable et également pour de nouveau se lancer dans une bonne dynamique en vue du Classico. En plus, ce week-end, on est en semaine de Classico, la victoire est impérative. Et puis il y a Milan à domicile et ensuite un déplacement à Anfield en plus en Ligue des Champions. Donc commencer Faut à prendre ne les pas points. laisser, voilà, faut pas laisser glisser trop de points. Là, il y a le match à domicile. Dortmund n'est pas nécessairement, la machine n'est pas encore lancée sous Nuri Sahin, comme tu as pu l'indiquer. Ils sont que septième de Bundesliga. Et c'est maintenant qu'il faut prendre des points et pas attendre les matchs contre Brest et contre Salzbourg en janvier pour essayer de se battre pour la septième ou la huitième place de la phase de Ligue. Il faut prendre de l'avance. Tout à fait. Est-ce que tu as un petit prono, tiens, pour finir cette vidéo? Je m'attends à un match très ouvert. Alors, les fois où j'ai dit que je m'attendais à un match ouvert, ça a souvent fini 1-0 ou 1-1. Donc, désolé hein, si c'est le cas. Mais je m'attends à un match très ouvert. Je pense que ça va être un match avec des rebondissements. Peut-être Dortmund qui mène un 2-0, 3-2. Genre Dortmund qui mène 2-0 et le Real qui gagne 3-2 ou 4-2, qui retourne la rencontre. Quelque chose comme ça. Un match vraiment, je pense, avec des rebondissements. Je pense que Dortmund va mener à un moment du match, mais que le Real va s'imposer. Je dirais 4-2. Allez, 4-2 pour le Real comme prono. Je pense voir du spectacle demain. Ah oui, spectaculaire. On va avoir des buts. Moi, je pense quand même que ça risque d'être un peu plus fermé, malgré le fait que voilà, le Dortmund n'hésitera pas à exploiter les faiblesses du Real Madrid. Le pressing va être vraiment un détail important dans cette rencontre, parce que c'est le gros point faible du Real, alors que on connaît l'identité allemande des équipes allemandes, le Gegenpressing. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Je vois bien une victoire du Real Madrid 2-1, victoire encore une fois étriquée. J'attends une confirmation concrète. De toute façon, le vrai grand premier moment de cette saison, ça sera le Classico ce week-end. J'espère au minimum une victoire pour se lancer dans cette fameuse bonne dynamique avant le Classico, sachant que le FC Barcelone nous a encore pondu une énorme masterclass ce week-end face à Séville. On va voir là, il rencontre
le monstre Bayern Munich qui les a tyrannisés sur les dernières années. On espère, le Bayern, s'il vous plaît, faites-nous une petite fleur. Hein, mettez-leur la tête un peu dans le seau avant le Classico, ça nous ferait du Ou bien alors aussi. avec cette confiance, sinon, ça peut être pas mal aussi. Écoute, dans tous les cas, il y aura ce Classico ce week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez toutes les informations que vous vouliez. Et puis voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Allez, Très très ciao, vite. Salut à très très tous. vite. Ciao.